Merci Penda d'être là pour pouvoir discuter là maintenant avec notre public autour du film Les Voyageurs. Donc un film qui est signé David Bingong, mais c'est un film qui devait pas l'être. Enfin, c'était pas les images qui initiales, elles n'étaient pas pensées pour faire un film. Et David, on a compris, il fait partie donc du groupe qu'on voit à l'image. À l'époque, lui, quand il a commencé à filmer, donc il était un voyageur, comme il dit, ou un migrant, ou réfugié, comme on pourrait dire de notre point de vue. Penda, est-ce que tu peux nous rappeler un peu donc les personnes, parce que c'est un film de rencontre, donc les personnes un peu qui ont participé à que ça soit possible et à quelle étape? Oui, c'est en dehors du filmage qui lui-même est collectif déjà. Il y a effectivement l'ami Enrique que David mentionne au début, qui est un journaliste qui travaillait sur la frontière à l'époque et qui du coup a rencontré David et lui a donné cette caméra pour qu'il documente son voyage, quoi. Et sauf que donc David filme, il fait passer la caméra, enfin il y a beaucoup de photos qui sont prises aussi avec cette caméra. Et à la sortie, le journaliste en question dit mais en fait c'est pas, enfin je pense que c'est peut-être pas le genre d'image auquel il s'attendait. Et du coup je dis bah je vais rien en faire de spécial, donc tu peux tu peux garder tes images. Sauf que sur la frontière, David avait aussi rencontré Irene, qui est la productrice du film, qui elle-même est documentariste et travaille depuis très longtemps sur la frontière. Elle est originaire de Ceuta. Qui elle voit les images et dit mais enfin il y a un film à faire avec ces images. Ils essaient de s'y atteler ensemble une fois que David est rentré en Espagne, parce que enfin, j'espère qu'on comprend qu'il est bien arrivé. Euh, ils essaient de s'atteler à ce montage et en fait ils s'en sortent pas. Au début ils s'en sortent pas, elle a pas beaucoup de temps, c'est pas son truc, et voilà. Et Irénée m'en parle bien plus tard, encore plus tard, et on regarde les images ensemble et effectivement, enfin, on se dit qu'il y a un truc à faire. Et à partir de là, ça commence à prendre la forme d'un, d'un processus normal de film, quoi, avec un montage, etc., etc. Il faut peut-être rappeler que Irénée, elle est productrice de films, elle est Elle est réalisatrice. cinéaste, elle est réalisatrice, elle est originaire donc de Ceuta. Elle a documenté énormément l'évolution de cette frontière, de cette barrière qui a évolué, parce qu'elle a été construite en 2000, pardon, 2000, en 95, je pense, les premiers. Ok, peut-être. Enfin, moi, j'ai un peu lu, voilà, ce qu'elle en disait elle. Et donc elle dit qu'elle, bon voilà, en tant que citoyenne espagnole, elle a vu ça. Donc toute cette évolution, comment l'Europe, l'Espagne, il s'est barricadé au fur et à mesure, et comment cette frontière, elle devenait de plus en plus impossible à traverser. Voilà. Donc elle est très renseignée donc sur cette zone qu'elle connaît très 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 bien. Alors, ouais, elle connaît bien les circonstances concrètes et en plus elle a travaillé aussi sur des, enfin elle a organisé, c'est vraiment c'est le sujet de sa thèse, quoi, vraiment la frontière et l'autofilmage. Et du coup elle a organisé, elle a plutôt du côté dans le CETI, le centre de rétention, elle a organisé plusieurs fois des ateliers d'autofilmage. Et c'est évidemment pas la première personne qu'elle rencontre, David, et c'est pas forcément non plus les premières images de ce côté-là de la frontière. Mais là, il y a peut-être un truc qui est un peu particulier, qui est qu'il est animateur du groupe. Lui, il dit pas qu'il est chanteur. Il dit qu'il est animateur, que son boulot, sa fonction, c'est d'assurer la partie artistique, distraction et histoire commune du groupe. Donc il y a peut-être quelque chose là aussi qui se passe un peu différemment de témoignages bruts auxquels elle a pu avoir accès avant, quoi. Et peut-être qu'on peut, bon, enfin, je pense qu'on comprend, mais rappeler un peu la géographie de cette enclave qui est Ceuta et Melilla. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Je pense que tu sais mieux que moi, mais en plus là, ce qui est un peu, enfin, on s'est quand même vraiment, on a fait beaucoup abstraction de la géographie et de la temporalité, parce qu'en réalité, enfin, ça se passe au Maroc, à la frontière avec l'Espagne, mais ça se passe aussi
en Algérie. Enfin, c'est à plein d'endroits différents et c'est plusieurs villes. Moi, quand je vois les rushs, je suis incapable de situer quoi que ce soit et je pense qu'il y a un effet, enfin, où ce trajet de migration, il est aussi fait de, on est balancé dans un sens, dans l'autre, on ne sait plus où on est. Enfin, on est un coup en ville, un coup dans la forêt, mais la forêt, c'est la bordure de la ville, c'est pas au fin fond de je sais pas où. Par contre, le désert, par contre, c'est très, enfin, voilà. Du coup, effectivement, il y a ces deux enclaves qui permettent de traverser, soit en passant par-dessus la barrière, soit en contournant par la mer. Mais en fait, il y a plein de voies et enfin, je peux que reconstituer à peu près, mais il y a plein de tentatives qui sont variées en fait, qui sont pas que par la mer ou pas que par la barrière. Et est-ce que tu peux nous dire, donc alors David, il récupère cette caméra et il filme pendant combien de temps? Ça, tu le sais? Non. À peu près. Je sais qu'il était par là sur 2014 et 2015. Les images, c'est de fin 2014, enfin c'est sur l'année quoi. Mais sachant que son voyage, il a commencé pas mal avant, voilà. Mais exactement quand, non, je sais pas. Enfin, je peux reconstituer l'ordre des vidéos parce qu'il y a des numéros, mais c'est à peu près tout quoi. Oui. Et combien d'heures de rush tu as récupéré? Je ne sais plus exactement, mais c'est très peu. C'est peut-être, je sais pas, 10 heures. Il y a beaucoup, beaucoup de photos. Mais en termes de vidéos, il y a très peu de choses. Le rush le plus long, ça doit être c'est l'arrivée. Parce que du coup, le journaliste en question avait quand même eu la bonne idée de lui filer une caméra waterproof. Et là, la caméra, elle tourne pendant une demi-heure, quoi. Mais autrement, c'est vraiment, ils se sont vraiment astreints à filmer des moments très courts pour des histoires de batterie, de place sur la carte. Bah, c'est ça, ce que je me demande en fait, c'est comment c'est possible d'avoir récupéré déjà ces images. Ça relève presque du miracle parce que les conditions, enfin, des vies, on voit lesquelles elles sont. Même pour, voilà, on se demande comment recharger la caméra, comment stocker les images, comment le fait d'avoir pu conserver, enfin, cet Oui. objet-là pendant tout ce temps-là. Oui, je pense que c'était un autre objet précieux et David il disait qu'il y a vraiment eu des moments où le groupe a protégé la caméra, quoi. C'est pas une figure de style. Mais après, il y a aussi tout ce qu'on voit pas quelque part, qui est enfin, on s'en rend compte un petit peu au niveau sonore que ce bois, il est vraiment, c'est la périphérie de la ville, quoi. Et en fait, quand il passe la colline, et ben quand il mentionne les ONG plusieurs fois et tout, effectivement, il y a des assos et des ONG qui fournissent des repas, enfin une espèce de minimum vital. Et c'est un lien aussi avec les villes qui sont proches, en fait. C'est pas Et on disait que au début, leur idée, c'était pas d'en faire un film, c'était très longtemps comme idée. Mais par contre, il y a quelque chose, enfin, en lisant un peu les témoignages de David, qu'il dit, pour nous, c'est important de laisser de traces. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté ensemble lors du montage ou est-ce que enfin, tu en sais un peu plus? On en a pas discuté. Le montage, ça a été assez particulier. Moi, David, je l'ai rencontré vraiment sur la fin du montage. On a échangé avant, au cours du montage, mais on s'est rencontrés physiquement vraiment à la toute fin, quoi. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc hyper évident, qu'il y a l'idée de la enfin, il le dit dans la voix off, et la voix off, elle date pas de la fin du montage. C'est un truc qui s'est fait en cours de route. C'est pas un truc qu'on a rajouté une fois que c'était déjà tout fini, quoi. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai travaillé. C'est pour ça, moi, je considère que c'est pas complètement un film d'archives, dans le sens où ce qu'il dit au début, il commente ces images qui ont été tournées il y a longtemps. Je pense que c'est effectivement la manière dont il l'a abordé, et l'écriture de la voix, c'est son écriture. Et c'est vraiment en voyant ce qu'on pouvait poser comme montage qu'il a écrit ça. Et j'ai l'impression que ce soit dans la voix, mais aussi dans ce que les gens, dans ce qu'ils expriment face à la caméra et sur les photos, clairement, il y a quelque chose de témoigner du fait d'être là. Je suis passée par là. Voilà, enfin,
Je m'adresse à ceux qui vont venir après ou à ceux qui sont de l'autre côté. Je m'adresse à ceux qui nous entendent pas. Et ça, je crois que c'était hyper évident dans la matière. Ouais. Vous avez la parole aussi, vous le savez, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, et dans le film, il y a donc toutes ces images qui sont faites par le groupe, voilà, c'est d'une façon collective, mais il y a aussi deux moments vers la fin qui sont plutôt, enfin, ce sont des images qui sont pas prises par eux, ça vient d'une caméra de surveillance et une autre image où on voit une personne décédée. Est-ce que ça, tu peux nous dire comment vous avez récupéré ces images, d'où elles proviennent? Ça, c'est Irène qui s'est chargée de trouver ces images. Et donc, nous, on est peut-être moins au courant de ce côté-là de la frontière, mais le drame du Tarajal, il me semble que c'est quand même quelque chose dont il a été beaucoup question en Espagne. Et du coup, il y a eu des gens ont eu accès à ces images de caméras de vidéosurveillance et les ont mises en ligne. Donc, ça a été sur des sites de journaux et tout. Et l'autre vidéo, c'est une vidéo YouTube, quoi, faite avec un téléphone portable par quelqu'un qui était là au moment, en fait. J'imagine que c'est sa voix qu'on entend quand il nomme effectivement la personne qui est décédée qui passe. Il y a une première question par ici. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais juste poser une question concernant l'arrivée. Parce que d'un point de vue pratique, donc il y a ces chants qui continuent et qui sont d'autant plus forts qu'ils sont arrivés à destination. Et je me pose la question de savoir s'il y a des policiers qui les attendent, justement comment ça se passe. Est-ce qu'une fois qu'on a posé le pied, parce que comme ils expliquent qu'on les ramène en permanence, pourquoi cette fois-ci ça a fonctionné et comment ça se fait qu'ils aient chanté dès leur arrivée. Enfin voilà, je me suis posé cette question-là. Les chants, vous parlez de... Quand ils arrivent, en fait, ils disent on est arrivé et je le dis à ma mère, je le dis à... Enfin voilà. Boza. Il y a des policiers, on aperçoit, mais vraiment c'est fugace, quoi. Ils sont sur le sable, sur la plage. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent pas les repousser? Peut-être qu'à ce moment-là, il y a des ONG, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ils peuvent pas? Mais effectivement, il y a ce truc, cette pratique illégale, la dévolution en caliente. Oui, enfin c'est vrai. Enfin, je pense que dans la salle, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux le droit international et tout ce qui est en lien avec la traversée des frontières. Mais normalement, quand des migrants, enfin des personnes traversent la frontière en Espagne, ils n'ont pas les autorités espagnoles, européennes, elles n'ont pas le droit de les refouler en fait, de les faire passer de l'autre côté, du côté marocain. De faire comme s'ils n'étaient pas rentrés. Voilà, ils doivent les accueillir parce que c'est a priori des potentiels demandeurs d'asile. Mais sauf que c'est en Espagne, c'est vrai que c'est une pratique dénoncée en France sûrement, mais il y a ce concept qu'on appelle de dévolution en caliente, de retour à chaud, comme ça, où il n'y a pas eu ils n'ont pas eu accès à toutes les démarches administratives et juridiques dont ils ont droit en fait. Et donc les images, c'est très fort parce que le film témoigne de ça très fortement quand on voit David habillé avec la doudoune, avec tous des habits tout neufs, tout ça. C'est ce qu'on voit dans les images de vidéosurveillance, et c'est pour ça qu'elles avaient fait scandale aussi, c'est qu'on voit clairement les policiers espagnols ouvrir la porte de la barrière et renvoyer les gens. Mais c'est une pratique illégale. En fait, la norme, ce serait qu'effectivement, à partir du moment où il y a un pied dans la zone, on ne peut pas renvoyer les gens. Okay. Merci. Et après, tu disais donc c'est le drame du Tarajal, parce que c'était un épisode d'une ampleur très grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des gens qui essaient de traverser la frontière à ce moment-là. Je pense que les chiffres c'est autour de 200 personnes. Et donc ils traversent à la nage, et quand ils sont à quelques mètres d'arriver au territoire espagnol, ils se font refouler par la Guardia Civil avec du matériel anti-émeute, donc qui sont des pratiques encore complètement illégales. Donc il y a des morts, il y a une quinzaine de corps officiellement retrouvés, mais il y a des dizaines et des dizaines de personnes disparues. Donc voilà.
décédé. Et c'est pas le seul épisode qui s'est... voilà, ça continue, des épisodes dramatiques comme ça. Et après, il y a la musique, tout le long du film. Et ça, c'est vrai que ça donne une énergie et une force de vie tout le long. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez conçu ces montages un peu rythmés par cette énergie de vie, en fait? Au début, quand j'étais en cours de montage et tout ça, j'ai raconté à tout le monde que j'étais sur un film génial. C'était un documentaire, en même temps, c'était une comédie musicale. Et c'est vrai que je crois que c'est pas banal quand même. Et en plus, les chansons, pour le coup, elles sont enregistrées, à part celles qui sont enregistrées en studio après, elles sont enregistrées au moment, quoi. Donc à diverses occasions, effectivement, il y a, on se met ensemble et on chante et tout le monde apprend les chansons. Enfin, les chansons elles sont composées au fur et à mesure du voyage, donc le groupe apprend les chansons au fur et à mesure et les chante avec David. Moi, juste, en dehors du fait que je trouvais que c'était chouette, voilà. Je trouve que ça raconte beaucoup. C'est des chansons qui sont faites pour raconter l'expérience commune. Du coup, elle permettait à la fois de raconter une partie de l'histoire et une partie éventuellement qu'on voit pas, hein, le rapport aux Marocains avec les Arabes nous détestent, etc. C'est un truc qu'on voit pas vraiment, mais qui du coup est raconté de cette manière-là. Et après, moi, je trouvais qu'il y avait un truc très fort dans cette fonction qu'il a, David, d'animateur du groupe. Et je sais pas, c'est un peu presque un exemple rare où on se dit qu'effectivement, ah oui, en fait, la culture, c'est effectivement complètement indispensable. Et dans ce groupe-là, c'est quelque chose qui tient les gens ensemble. Du coup, après, c'est des trucs de cuisine, du rythme du film, etc. Mais ça a des fonctions un peu différentes selon les moments. Parfois, parfois de pouvoir de témoigner. Enfin, la chanson des voyageurs, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment, pour le coup, qui est vraiment de cet ordre-là, quoi, qui est de dire je suis passé par là, je suis un voyageur. Enfin, et du coup, de toute cette question de l'hommage, David, j'ai envoyé un message, je lui disais, mais est-ce que tu veux dire un truc? Il dit, oh non, mais le but, c'était de rendre hommage aux compagnons. Et je pense qu'il y a vraiment, dans la chanson, elle est une manière de rendre hommage aux voyageurs. Du coup, entre la combinaison entre ces photos qui ont, moi j'ai l'impression qu'ils ont aussi cette fonction-là de dire, de se présenter au monde et de dire j'étais à cet endroit-là, j'ai fait ce voyage-là. Je sais pas, ça paraissait un peu, je sais pas si naturel, mais logique, quoi. Il y a une question ici. Merci. C'est juste une question, si je me trompe ou je me trompe pas, et si je me trompe pas, je trouve ça assez ironique. Donc à un moment donné, ils finissent sur un stade, il y a un match de foot, et il m'a semblé, je sais pas si c'est moi qui ai mal vu, que c'était un match de foot féminin. C'est pas un match féminin. Hein, c'est bien ça. C'est le cas. Donc c'est forcément, c'est le hasard, je suppose, qu'ils n'ont pas calculé de filmer à un endroit où c'était un match de foot féminin. Ils arrivent à un stade et puis là se joue un match féminin, quoi. Ouais. Entre une équipe locale et une équipe de femmes qui sont des réfugiés, qui sont des migrantes. Ah, d'accord. Enfin bon, parce que bon, le foot féminin au Maroc, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. Donc, je trouvais que c'était assez amusant, quoi. Enfin, voilà. Bonjour, moi je suis bénévole à la CIMA, d'accord. Donc, par rapport à ce que ma voisine a dit sur l'interrogation du passage des frontières et du refoulement à la frontière, ça se fait partout. En Italie, entre la France et l'Espagne, il y a des équipes qui vont voir sur place pour documenter ce qui se passe. Et ça arrive tout le temps. Et effectivement, normalement, dès qu'on met un pied en France, on a des droits. On a le droit de demander l'asile. Alors là, pour ces jeunes gens, c'est compliqué parce que les raisons économiques ne sont pas reconnues. Et ce sont toutes des personnes qui viennent parce qu'ils ont besoin de faire vivre la famille au pays.
ce qui est tout à fait concevable. Moi, je suis pour la liberté de circulation de tout le monde, mais dans la Convention de Genève, ça, ce n'est pas reconnu. Et je crains fort que beaucoup d'entre eux n'aient pas vraiment réussi à se trouver une place en Europe. J'espère pour eux qu'ils ont réussi, mais je doute. Ce qu'on voit, nous, à Cahors, qui sont arrivés comme ça, c'est très, très, très compliqué. Mais bon, ils ont le droit et on peut les aider au maximum. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à David? Parce que lui, en fait, il s'est installé en Espagne, à Madrid, mais est-ce qu'il a un statut de réfugié? Enfin, comment? Oui, et lui, en fait, il a choisi la voie longue de demander un statut de réfugié qu'il a eu, du coup. Oui. Moi, je suis à la CIMAD aussi, et je voulais vous remercier, parce que je trouve que c'est un film qui est un film qui nous oblige à prendre conscience de ce voyage. Et quand on dit, et je trouve le fait de dire les voyageurs, c'est formidable, parce que on dit les migrants, c'est des voyageurs, c'est des courageux et des courageuses. Alors, moi, j'avais 3 choses à dire en plus. Oui, je vais faire plus vite, mais bon. C'est que à Melilla, je voulais quand même dire ça, parce qu'il y a quelque chose qui est très grave et dont l'Europe est complètement responsable, pas seulement l'Espagne. C'est qu'il y a plein de jeunes marocains qui sont coincés à Melilla et qui sont pas protégés, enfin qui sont des mineurs qui viennent, et il y a une complicité de l'Europe à les maintenir dans cette situation qui est absolument scandaleuse. Voilà. L'autre chose, c'est que je voulais vous demander comment vous pensiez faire vivre ce film, et comment nous aussi on va pouvoir le diffuser, voilà. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'à la librairie, on peut continuer peut-être à parler après, et qu'il y a un très beau livre qui s'appelle Jardin d'Afrique, et qui est en vente à la librairie, et qui parle du cimetière de Zarzis, et donc de l'hommage rendu par ce magnifique cimetière, voilà, à ceux et celles qui sont morts en Méditerranée. Voilà. La vie du film, elle est en train de bien circuler en festival, et ça, c'est super. Mais je sais pas. J'espère que, enfin, je me dis peut-être en soulevant l'argument que il circule beaucoup en festival, que peut-être il est distribuable en France, mais voilà. Et après, j'imagine qu'on va essayer de l'envoyer au FESPACO. Ce serait quand même super qu'il y soit. Voilà. Oui, c'est toujours à propos de la distribution, de la question de la dent, parce que nous, on fait partie d'une association aussi dans les Hautes-Pyrénées, accueil aux réfugiés mineurs. Enfin, donc, et c'est sûr que la diffusion dans ce cadre-là serait intéressante, mais comment, par quel biais, le biais producteur, enfin, quels sont les droits, comment ça se passe, quoi, hein, parce que on pourrait prendre des contacts si on peut. Voilà. Il y a effectivement quelqu'un qui s'occupe de la distribution, mais du coup depuis l'Espagne. Je peux vous donner le contact sans problème. Bonjour, merci pour le montage. J'ai aimé quand vous avez parlé de comédie musicale, enfin la façon dont vous l'avez dit, parce que moi j'ai vraiment ressenti ça. J'étais avec ce groupe, j'ai eu peur pour eux, etc. C'était comme, j'étais vraiment. Et je pense que c'est la musique qui m'a entraînée avec eux, parce que ça m'a attachée à eux. Donc pour moi, c'est des personnages que je suivais. Je voulais savoir la voix off, elle est en espagnol. Pourquoi le choix? Est-ce que c'est David qui parle? Voilà. Oui, je vais peut-être parler un petit peu plus de David, parce que c'est quand même pas... c'est quelqu'un d'un peu à part, quoi, quand même. C'est la voix de David. C'est son écriture, c'est son choix que ce soit en espagnol, parce que pour marquer le fait que il y a eu du temps et que c'est l'endroit où il vit, c'est l'Espagne. Et après, David, moi quand je l'ai rencontré physiquement
pour qu'on réenregistre ces voix ensemble et qu'on prenne les dernières décisions de montage et tout. Il m'a dit, mais tu sais, c'est pas tombé du ciel que je chante. Moi, dans ma famille, je viens voilà, c'est une longue lignée de conteurs et de chanteurs. Donc, évidemment, pour moi, c'est facile, quoi. Mais effectivement, il a quelque chose de. Enfin, moi, je pense que c'est un très très bon narrateur. Et parce qu'il a une voix merveilleuse et parce qu'il raconte bien. Et je pense que c'est les chansons et la manière qu'il a d'emmener tout le monde, mais aussi du coup de condenser l'histoire collective, quoi. C'est vraiment un truc qui lui est propre. Et en réalité, c'était assez marrant de retravailler sur ses voix. Pour lui, ça fait 10 ans, quoi. C'est loin et tout. Et en réalité, il a jamais arrêté de raconter cette histoire parce que il a un groupe du coup de musique pour faire de l'animation et il a monté avec un metteur en scène espagnol une pièce de théâtre qui raconte cette histoire en fait d'une autre manière, avec d'autres moyens et tout. C'est un seul en scène avec un coffre et tout. Mais en fait, il a quand même continué enfin, c'est vraiment un conteur, quoi. C'est quand même vraiment son taf. Ouais, en partie, oui, voilà. Je pense que ça tient aussi à ça. Est-ce que vous avez pu mettre toutes les parties chantées ou vous avez été obligé de faire des choix difficiles? Heureusement, il y avait suffisamment de matière pour faire des choix. Non, il y a des choix. Il y a des choix et il y a le truc que une fois en Espagne, donc comme il y a eu Irénée a cherché un peu de sous pour pouvoir faire ce film, elle en a utilisé une partie pour qu'il puisse enregistrer les morceaux en studio. Et donc, il y avait aussi un choix dans les morceaux de studio. Oui, pardon, bonjour. Merci pour ce film. Bon, je sais que vous êtes la monteuse, mais c'est déjà pas mal. Mais bon, c'était un bon film. Oui, moi j'ai une question par rapport au tout début. Il parle de sa maman. Hein, et sur le moment, je croyais qu'elle était avec eux, là. Puis bon, apparemment, il n'y a pas de femmes dans ces... Il y en avait. Il y en a peu, mais il y en a moins, ouais. Mais il y a des femmes, ouais. Non, mais voilà, comme il parle de sa maman, puis avec apparemment, il dit que c'est sa confidente, sa mère. Voilà, je voulais savoir si vous savez quelque chose par rapport à cette famille, à sa mère et tout ça. Sa maman va bien. Ah ouais. Sa maman va bien. C'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Oui, mais elle est pas. Elle est au Cameroun. Ah, elle est au Cameroun. Voilà, c'est ça, c'était ma question. Ouais. Bonjour. Je m'éloigne un peu du film et j'ai une question sur le montage en général au cinéma. Moi, je ne suis que spectateur. Je me représente à peu près bien ce que fait un producteur, ce que fait un chef opérateur, ce que fait un ingénieur du son, un distributeur, etc. Par contre, j'ai beaucoup de mal sur le rôle du monteur ou de la monteuse. Je ne comprends pas en particulier comment un réalisateur ne peut pas être le monteur ou la monteuse lui-même. Il me semble qu'il y a même des situations, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, où le montage se fait et le réalisateur arrive à la fin, regarde le montage proposé. Alors après, il dit oui ou non, mais je ne comprends pas comment le réalisateur ne peut pas être là tous les jours à côté de la monteuse. Alors, est-ce que vous avez des expériences très différentes suivant les réalisateurs de la relation ? Et comment est-ce possible d'être monteuse au cinéma sans être réalisatrice? Voilà, merci. Il y a de tout. Là, c'est très particulier parce que c'est un trajet de film très particulier. Au départ, il n'y a pas de sous. Hein. Réellement, moi, j'ai commencé à monter ce film les week-ends, alors que j'étais en train de monter un autre film parce que j'étais physiquement avec la productrice, quoi. Donc c'est complètement anormal. Après, c'est aussi que David, il a délégué aussi en disant, moi, je connais pas cette manière je sais pas ce que c'est en fait. Faire un montage, je sais pas ce que c'est. Faire un film, je sais pas ce que c'est. Il s'est raconté des histoires, mais pas de cette manière-là. Ça m'est arrivé de travailler avec des réalisateurs et réalisatrices qui ne sortent pas de la salle de montage, qui restent à côté fermement. Il y a de tout. Mais par contre, c'est quand même très compliqué de monter son propre film. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est assez difficile d'avoir le recul sur ce qu'on a filmé. Et puis après, bêtement, les films, c'est une création collective. Hein. Enfin, je veux dire,
chaque personne qui rentre, elle rajoute un truc, quoi. Donc c'est un peu logique qu'il y ait quelqu'un pour donner la direction, mais cette personne ne fait pas nécessairement tout de A à Z, quoi. J'ai répondu à votre question? Oui. On est un peu dans les à côté de votre film. Le terme « les voyageurs », je suis là. Le terme « les voyageurs » est un terme optimiste dont je pense que c'est le choix même des protagonistes. Et vous avez eu tout à fait raison de le conserver parce que, mais c'est un terme optimiste. Nous, quand on parle, on ne dit pas les voyageurs. Pour un peu, on penserait aux touristes. On dit les réfugiés, s'il vous plaît. Jamais les migrants. On peut parler de la politique migratoire. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais quand on parle de ces gens qui sont sur les routes, comme nous avons été sur les routes à d'autres moments, on ne nous a jamais appelés des migrants, on nous a appelés des réfugiés. Et ça, il faut le conserver et le conserver à toute force. Voilà, c'est tout. Merci. Et c'est vrai que c'est des choix politiques forts. Enfin, même si pour lui peut-être c'est pas politique, c'est juste. Enfin, voilà, ça dénote le point de vue en fait, qui est de l'intérieur, parce qu'il y a aussi, enfin, dans la sémantique du film, c'est vrai qu'il y a pas mal de mots que si c'était une autre personne de l'extérieur qui aurait fait le film, aurait jamais utilisé ces mots-là. Donc, je pense notamment au terme guerre. On est en guerre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu discuter avec lui, ou est-ce que c'est quelque chose qui revenait dans leur rush? Parce qu'il dit, nous, on est en guerre. On est en guerre. Enfin, ils disent pas contre qui. On peut imaginer que c'est peut-être contre, voilà, enfin, politique de non-accueil de l'Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai pas cherché à remettre en question ça. Comme tu dis, enfin, et je pense que c'est un truc. C'est aussi pour ça que je récuse le terme de film d'archives. C'est parce que effectivement c'est un point de vue de l'intérieur et c'est David, d'autres qui prennent la parole, mais depuis ceux qui voyagent et même, enfin, je pense que dans Voyageurs, et là, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est des hyper jeunes. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a touché très fort à beaucoup de moments, c'est de voir des gens qui ont 20 ans, 25, enfin, ou moins, qui ont la vie devant eux et qui attendent beaucoup de choses et qui vont en Europe. Oui, il y a des trucs économiques et tout, mais ils vont en Europe aussi parce qu'ils ont envie de voir ce que ça va être, quoi, parce que c'est une aventure, quoi, et que c'est logique. Enfin, j'ai l'impression, quand on a cet âge-là aussi, de vouloir vivre des trucs, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour moi, il y a un truc qui est métaphorique et peut-être le truc des guerriers. Et concrètement, quand on est chassé par la police une fois sur deux, quand on doit passer une frontière de barbelés et tout, dire ça me paraît pas ultra exagéré, quoi. Enfin, et après, politique. Alors, David, il s'intéresse beaucoup à la politique. Hein. Enfin, il n'est pas du tout neutre, pour le coup. Mais je pense que sa manière d'être politique sur son récit, c'est aussi d'être... c'est qu'il a un côté très nuancé, quoi, quelque part. Il a une manière de pas caricaturer, peut-être, les choses qui rend son discours politique. Mais je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, enfin, oui. Ça prolonge un peu la discussion. Oui, monsieur. Oui, moi j'ai trouvé ce film extraordinaire parce que enfin, je ne sais pas s'il en existe d'autres où on est carrément dedans, quoi. On est, c'est pas une fiction, c'est pas un documentaire, mais on y est dedans. Et ça, est-ce qu'il existe d'autres films de ce type-là? Les Sauteurs, mais moi je l'ai pas vu et je sais pas si c'est le même genre. Je sais pas. Il y a un film qui s'appelle Les Sauteurs, qui est un documentaire, mais je sais pas. J'en ai vaguement entendu parler. Bon, merci. Bravo. C'est vrai qu'en tout cas, en tant que festival et programmateur, c'était l'une des raisons, c'était cette rareté, en fait. Nous, ça nous a
ça nous a surpris en fait ce point de vue de l'intérieur et de voir toute cette jeunesse, cette force dans cette envie d'aller de l'avant, d'avancer, voilà. Donc c'était la rareté en fait presque du document que nous on a voulu mettre en avant par cette programmation. Merci de ce film. Moi j'ai déjà vu beaucoup de films, enfin beaucoup, oui, certainement plus de 4 ou 5, sur des films dans lesquels le journaliste fait le parcours. Mais là, c'est pas un travail de journaliste, justement ça. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que le film, on se demande mais comment ils ont fait pour garder les cassettes, pour ne pas les perdre, comment c'est arrivé jusque-là. Le film, les cassettes, ce film a suivi la même chose que ce parcours. Alors, c'est plus des cassettes. Ou alors c'est faux. Et alors l'autre chose, c'est que le journaliste qui a donné les moyens n'est plus dans la course, mais il s'est jamais resignalé, etc. Et en plus, vous avez trouvé ces choses, retrouvé, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste toujours des traces. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Il faut toujours témoigner. Alors, il y a des termes qui sont employés dedans qui sont magnifiques, hein. Ils m'ont témoigné pour dire ils nous ont récupérés, ils nous ont vus, ils nous ont témoigné. Quand il dit ils nous ont ramenés, ils nous ont témoigné parce qu'ils nous ont trouvés, quoi. Et si ils n'ont pas perdu contact en fait avec Enrique Campos, qui est le journaliste en question. Ils n'ont pas perdu contact avec lui, mais il l'a pas, ça l'a pas intéressé en fait. C'était pas non plus sa manière de travailler, je pense. Mais il y a très peu de rush, hein, vraiment. Ça tient sur très peu de physiquement sur très peu de matière, quoi. Et c'est pas impossible qu'il ait réussi à faire passer une carte à un moment par Irene qui venait, qui faisait des allers-retours à Ceuta et de l'autre côté de la frontière. Et en fait, l'homme a toujours voyagé. Quand on est archéologue et qu'on essaie de comprendre comment on a pu se mélanger Homo sapiens avec Néandertal, etc. Mais c'est normal, c'est la nature. L'homme a besoin de bouger. Pourquoi nous, on a le droit d'aller partout et pourquoi d'autres ne l'auraient pas ? Vous aviez combien de minutes de rush? Je sais plus, mais c'était peu. Peut-être c'est 10 heures. Mais si c'est 10 heures, c'est probablement un max, quoi. C'est très peu. C'est très peu. Et j'aimerais revenir sur cette séquence qui est sublime. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le moment où ils sont assis sous un arbre, comme ça, avec la bouteille de vin. Et ça, c'est un choix aussi presque politique, de montrer la vie quotidienne, pas que montrer le côté, parce que c'est tellement dur, il y a tellement de moments comme ça, des souffrances et tout, et de s'attarder, parce que vous êtes attardé comme ça sur cette séquence pas mal. Alors, oui, est-ce que tu as un commentaire? Je pense qu'à force de regarder, on oublie à quel point c'est dur. Et moi, j'ai tendance à voir beaucoup des gamins, entre guillemets, qui font beaucoup de blagues. Ils ont une manière de parler qui est beaucoup souvent sur le ton de la blague, de se charrier et tout. Et c'est vrai que cette séquence-là, il n'y a que ça. Moi, j'aime bien. Ça me faisait beaucoup rire. Et aussi, il y a quelque part, c'est aussi un petit peu le risque de rester. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui finissent par rester, et de fait, le mec qui est à côté de David à ce moment-là, qui est moustachu, il est resté. Lui, il est là depuis plus longtemps. Il a plus de trucs pour vivre, quoi, des plans boulot, des trucs. Et lui, il est resté. Du coup, moi, je trouvais que ça racontait un tout petit peu ça, le truc de ça suffit, quoi, d'essayer de courir dans un sens et dans l'autre et tout. Et donc, on se pose, on n'a qu'à se mettre à l'aise, quoi. Et en même temps, c'était le truc des blagues, et c'était aussi les blagues là, pour le coup, c'est largement coupé, mais les blagues de qu'est-ce que je faisais quand j'étais encore au pays, quoi. Et moi, je sais pas, ça me parlait. C'est dit dans les films aussi, David, il dit à un moment, il y a le temps, c'est long, c'est des temps très, 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 très longs, ça peut durer des années. On voit l'une des personnes qui est décédée, finalement, ça faisait 9 ans, en fait, qui essaie de traverser la frontière, donc c'est
très très long. Et donc il y a le temps pour tout en fait. Il y a le temps de l'amitié, de l'amour. Il y a le temps de la vie aussi malgré tout. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions dans la salle? Bon, peut-être qu'on peut finir comme ça. Merci beaucoup, Penda. Merci beaucoup.